Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Santé. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Mathilde Darbelay, qui est naturopathe. Bonjour. Et on va parler des troubles du comportement alimentaire, les TCA. Alors, pour commencer, déjà, avant toute chose, est-ce que tu pourrais te présenter, Mathilde, s'il te plaît? Oui, alors moi, comme il vient de dire, je m'appelle Mathilde Darbelay. Je suis naturopathe indépendante installée en cabinet depuis bientôt 2 ans. Et c'est vrai que j'ai beaucoup été confrontée en fait, aux troubles du comportement alimentaire. J'ai eu mon cabinet qui a été installé dans une salle de sport pendant plusieurs mois. Et ça a été quelque chose qui a été assez omniprésent durant ces premiers mois. Donc, je pense que c'est important aujourd'hui de pouvoir mettre un petit peu le doigt dessus et enlever les tabous, pouvoir en parler. Ouais. Et comme naturopathe, donc c'était un cursus de 3 années, c'est juste? Moi, je l'ai fait en 2 ans. 2 ans, ok. Je l'ai fait un petit peu on s'est tous dit que ça avait été trop court, trop intense, mais ça a été un cursus de 2 ans. Ok, ouais, tu peux le faire en 2 ans, donc. On peut le faire en 2 ans. Ah, Ouais. c'est bien à savoir ça. Il y avait une possibilité de le faire en 4 ans, 3 ans ou en 2 ans. Et puis, on a été quelques-uns à le faire en 2 ans. En express, mais c'est bien. En express, C'était lourd, mais moi, c'est fait. C'est très intense, ouais. À refaire, je le referai pas en 2 ans. Ouais. Mais ça a été fait comme ça. Et puis, donc, ouais, tu me disais, tu as travaillé dans une salle de sport, enfin, tu avais ton cabinet. Ouais. Et puis, beaucoup de troubles du comportement alimentaire. Et déjà, de base, en fait, je pense que ce serait bien de définir ce que c'est, un TCA. Alors, un TCA, c'est complexe à définir parce qu'il y a énormément de types de TCA. Je pense qu'ils n'ont même pas été encore tous réellement découverts aujourd'hui. Mais je peux présenter les types principaux et ceux dont on parle le plus. Alors, il y a l'anorexie. Oui. On entend souvent parler, où il y a vraiment une restriction alimentaire. Il y a l'image de soi où on se voit toujours beaucoup plus gros que ce qu'on est. Et donc, on va complètement restreindre l'alimentation. Donc, ils seront en déficit calorique. Énorme, ouais. Et puis, donc ça, c'est vraiment mental. C'est mental, ouais. C'est une maladie mentale ouais. qui a été vraiment étudiée. Sinon, il y a la boulimie. Ça, c'est aussi assez connu, assez bien pris en charge, entre guillemets. La boulimie, on va avoir des comportements où on va manger à l'excès. C'est vraiment l'optique de se remplir énormément. Oui. Et après, il y a des comportements compensatoires où on va éliminer tout ce qu'on a mangé. Donc, ça peut être par le vomissement, ça peut être par la prise de laxatifs, ça peut être par le sport à l'excès. Le but, c'est d'éliminer tout ce qui a été mangé. Donc vraiment, c'est en 2 phases. Manger énormément, des quantités astronomiques, et après, la deuxième phase, éliminer par des moyens exactement. Très agréables. Ouais. Ok. Après, il y a l'hyperphagie. Ça, c'est peut-être un peu moins connu, mais c'est toujours l'aspect de manger à outrance pour remplir un vide, pour remplir, peu importe sous le nom qu'on y met, mais c'est l'aspect de remplir sans comportement compensatoire. Ça veut dire qu'on ne va pas chercher forcément à se vider par après. Ok. On garde tout. Donc ça, c'est vraiment des sortes de fringales qui font que les gens... C'est complètement impulsif, non contrôlé, et c'est vraiment, les gens souvent ils disent j'arrive chez moi, je vide le placard de sucreries, de chocolat, de bonbons. En général, c'est des choses sucrées. Oui. Ça peut être salé aussi, hein, mais en général, c'est sucré et c'est compulsif, c'est sans contrôle du mental, et on n'arrive pas à se dire je vais m'arrêter. Il y a un déclencheur souvent. Un stress, par exemple le travail, ou je sais pas, une engueulade avec son conjoint, et puis ça fait que... Ouais. C'est souvent tout ce qui va mettre la personne, ça c'est à peu près pour tous les comportements, les troubles du comportement alimentaire, mais tout ce qui va mettre la personne dans un état de stress, dans un état d'angoisse, dans un état où il va avoir une baisse de la valeur perçue de lui-même, où il va avoir une baisse de l'estime de soi, dans un état dépressif, vraiment tout cet aspect où la personne se voit très basse en termes de valeur. Ça la met dans un climat complètement sécuritaire, et ça, c'est la porte d'entrée, la porte ouverte pour les troubles du comportement alimentaire. Sauf qu'après, culpabilité qui arrive. Exactement. Après, en être... exactement. Et la personne, c'est le cercle vicieux, en fait. C'est le cercle vicieux où on se met une restriction énorme qui est complètement infaisable et intenable. On va compenser parce que c'est complètement intenable. On compense avec des manières... Souvent, on recommence à manger beaucoup plus. On ne tient pas ce qu'on s'était noté.
Donc, on culpabilise, on recommence à faire quelque chose de beaucoup plus strict, on est frustré, on compense, on culpabilise. Ouais. Et c'est toujours pire. Et c'est toujours pire. Ouais. Oh là là, ouais. Donc voilà, ça Ouais. c'est. Alors là, on a un peu dévié des types de comportements en parlant de l'hyperphagie. Mhm. Ça, c'est un des TCA qui est, je trouve, dont on parle le moins. Mais il y a aussi l'orthorexie. Oui, ça je l'ai vu en préparant l'épisode. Ouais, l'orthorexie, c'est aussi peu connu. C'est pas encore extrêmement. C'est toujours tabou, on n'en parle pas. Mhm. Et en fait, c'est le fait de contrôler absolument tout ce qu'on mange, Mhm. de vouloir avoir un contrôle excessif sur ce qui va entrer dans notre corps et de laisser place à aucun imprévu, de laisser place à aucun plaisir et en fait d'être dans vraiment le contrôle excessif. Ouais, puis dès qu'il y aurait quelque chose de malsain, entre guillemets, qui arriverait, il y aurait tous ces sentiments de Exactement. culpabilité, de honte et tout qui arriverait. Ouais, exactement. Tandis qu'il y a quelqu'un qui pourrait manger sainement tout le temps, enfin 99%, puis de temps en temps, il y a quelque chose, un excès ou quelque chose qui arrive, puis elle se dit, c'est pas grave en fait, Ouais. j'ai le droit. C'est exactement C'est ça. ok. C'est souvent la vision de qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pas normal, qui fausse aussi. Mhm. Parce que ce qui peut faire entrer dans l'orthorexie aussi, c'est de déterminer qu'une personne qui mange que des légumes du matin au soir, avec quelques fruits, quelques graines germées, pas de viande parce que bonheur animal, enfin voilà. Définir ça, quelque chose d'extrême comme la normalité, ça fait que si tout d'un coup on mange au restaurant ou qu'on mange quelque chose d'industriel ou qu'on mange, voilà, ça, c'est tout de suite mis comme quelque chose d'extrêmement malsain, d'extrêmement mal. Ouais. Et en fait, à chaque fois qu'on met les choses dans des cases et qu'on boucle ces cases, ça peut devenir extrême et ça peut induire des comportements. C'est pas tout blanc, c'est pas tout noir en fait. C'est pour ça, c'est une question d'équilibre. Ouais. Ok. C'est ça. Donc ça, c'est les 4 principaux qu'on connaît. Est-ce qu'il y en a encore d'autres? Il y en a d'autres. Ouais. Il y en a d'autres. Il y a des troubles du comportement alimentaire sélectifs ou restrictifs où tout d'un coup, il y a une classe d'aliments qu'on décide d'éliminer complètement. Mhm. Ça, souvent, c'est des troubles qui sont, entre guillemets, liés entre eux. On a, par exemple, de l'anorexie ou de la boulimie, mais on a aussi un trouble du comportement alimentaire restrictif à côté. Ce qui fait que, oui, on va peut-être tout d'un coup manger à outrance, mais il y a quand même des choses qu'on a décidé que, strictement, on n'allait plus toucher. D'accord, ouais. Ouais, parce que boulimie, moi j'avais vu qu'ils pouvaient manger n'importe quoi en fait. Ouais. C'est vraiment. Tandis qu'hyperphagie, c'est quand même de base des aliments qu'ils aimaient. Oui, souvent. Après, quand on arrive dans vraiment le côté compulsif, c'est vraiment un sentiment primaire de devoir se remplir. Oui. Et on arrive à plus du tout gérer. Qu'est-ce qu'on mange, enfin, voilà. tout ce qui a envie de le buffet, quoi. Ouais, exactement. Et puis j'avais vu aussi de la boulimie à l'anorexie. Enfin, Ouais. la frontière, elle était assez fine, puis on pouvait passer de l'un à l'autre. Enfin, souvent, elles étaient liées, en fait. Ouais, ouais. Parce que la personne qui était anorexique, elle était pas bien. Ouais. Elle entrait dans cette boucle, et puis tout à coup, elle voulait manger, et puis après, ouais. elle se faisait vomir, ainsi de suite. Ah, c'est exactement ça. Les frontières sont extrêmement fines, et souvent, on passe de l'un à l'autre, et souvent, dans les phases de guérison, on passe de l'un à l'autre aussi. Ouais. Tout d'un coup, le corps, quand il se rend compte que avoir de la nourriture, c'est chouette et c'est important, et qu'il arrive à switcher, en fait, le mécanisme, c'est j'ai besoin de beaucoup de nourriture parce que j'en ai tellement pas eu pendant longtemps que maintenant on m'en donne, et ben j'en ai besoin d'extrêmement beaucoup. Sauf que la petite voix de l'anorexie qui dit je vais être gros, ça va pas le faire dans ma tête, elle se réactive très facilement aussi, et donc les comportements compensatoires arrivent. Ils arrivent, ouais. Oh là là, et ouais. ça, on replonge toujours dans la restriction, dans le contrôle, dans la compensation, quoi. Ok. Et puis tous ces TCA, c'est quoi après les causes courantes qui peuvent mener à ces troubles? On a un peu. Je dirais que c'est extrêmement complexe, c'est multifactoriel. Il n'y a pas une cause qui mène à un type de TCA, c'est vraiment multifactoriel. Après, je pense qu'il y a des catalyseurs qui peuvent amener à la situation que j'ai décrite avant d'insécurité, de baisse d'estime de soi, baisse de la valeur perçue, etc. Et ces catalyseurs, ça va être par exemple une pression familiale hyper importante, avec des exigences hyper hautes, qu'on a l'impression d'être inatteignables, etc. Donc, une grosse pression familiale, une grosse pression au travail.
Au travail. Travail, le regard des autres, Exactement. les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, Enfer. social, c'est énorme. Sur Instagram. Ça véhicule tout ce qui est tout ce qu'il y a de pire pour les OTCA. À l'époque, c'était juste les pubs pour les parfums ou on va dire les maillots de bain. Ça restait à la télé 2 minutes dans un truc, et maintenant en fait les gens ouvrent Instagram. C'est vrai. Et il y a que ça. Et puis au début, c'était que des mannequins ou des gens comme ça qui se mettaient sur des trucs retouchés ou comme ça. Puis maintenant, il y a aussi cette pression qui mettent les gens qui mangent bien, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, ils vont prendre des photos de leur plat, ils vont mettre leur petite routine bien-être. Oui. C'est exactement ça. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas le temps, ou ils ne prennent pas le temps. Enfin, c'est toujours pareil, c'est toujours la frontière. Et puis, ils se retrouvent là-devant, puis ah ouais, mais en fait, cette personne, elle fait ça. Mais en fait, dans la réalité, pas du tout. Ouais. Il y a toujours une différence entre la réalité et entre ce qu'on montre sur Instagram. Ça, tout le monde le dit, mais tout le monde n'intègre pas. Non, c'est très vite très difficile. C'est très vite difficile. Et puis, c'est vrai que ce qu'on montre et il y a aussi, à part ça, tout ce qui est algorithme d'Instagram. C'est-à-dire qu'on commence à regarder un petit peu ce contenu-là parce qu'on n'est pas bien, qu'on est sensible à ça et que ça nous atteint. Et au bout d'un moment, on n'a que ça. Ah, c'est l'enfer. Ah, c'est l'enfer, c'est le terme. Pour s'en sortir, voilà. Quitter Instagram, on sait très bien que les gens ne le font pas. Très difficile. Très difficile. Et en fait, c'est un appui supplémentaire pour mettre les gens dans ce côté insécuritaire dont on a parlé. Ouais. Après, il y a aussi tout ce qui est traumatisme. Ça a une grande part pour conduire au TCA. En fait, les traumatismes, les blessures de l'âme, c'est comme l'autoroute qui mène directement à la phase insécuritaire de la personne. Ouais, puis du moment qu'elle est dans cette phase insécuritaire, il peut y avoir les TCA, puis d'autres pathologies qui peuvent arriver de tous les côtés, en fait. C'est ça. Ouais. C'est que après, du moment qu'on est dans cette phase-là, dans cette atmosphère-là, justement, on parle d'Instagram, il suffit d'avoir Instagram qui est un petit peu focus actuellement sur l'alimentation, sur manger bien, sur le corps parfait, sur être la personne, notre évolution parfaite de nous-mêmes, etc. On se dit, OK, de toute façon, dans cette phase d'insécuritaire, on cherche des buts, on cherche un peu des lianes qui vont nous aider à nous en sortir. Ouais. Et on va saisir cette liane-là, et en fait, on se rend pas compte qu'elle nous enferme dans un truc qui est hyper malsain. Et pire, finalement. Qui est bien pire, ouais. Ok. Et puis, on sait comment ils peuvent se manifester, comment on peut les détecter, en fait. Par exemple, de l'extérieur ou déjà soi-même. Si on prendrait soi-même, est-ce qu'on arrive... est-ce qu'il y a des moyens de se dire... en fait, j'ai pas juste la fourchette lourde, ou je suis pas juste gourmand. En fait, c'est que j'ai vraiment un souci quand je casse le buffet, quoi. Ouais, il y a effectivement plusieurs petits drapeaux qui peuvent nous alerter. C'est vrai que juger si notre relation à la nourriture elle est saine ou pas, c'est pas toujours facile. Mais des petites choses qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille, ça peut être: est-ce que j'ai honte de ma manière de manger ? Ouais. Est-ce que je me cache pour manger ? Parce que souvent les gens qui sont victimes d'hyperphagie, par exemple, ils vont pas le faire quand il y a leur chéri qui est à côté d'eux, ou quand ils sont en présence de leur famille, ou quand ils sont au travail. Là, non, ils vont bien se comporter, ils vont avoir leur petit tube qui sera parfait, ils vont manger bien leurs fruits, leurs légumes, etc. Et c'est quand ils rentrent chez eux, ou quand ils sont tout seuls, que leur conjoint est pas là, c'est là où tout d'un coup, ils vont tout engloutir. Okay. Et que ça va être complètement incontrôlé. Donc c'est souvent quand ils sont seuls. Et il y a le sentiment de honte, de je me cache. Donc ça, déjà, c'est un petit truc qui peut nous alerter. Après, là, on sort aussi de la période de fête. Oui, il y a des périodes propices à ça. Voilà. Là, ça fait vraiment ressortir les TCA, honnêtement, les fêtes. Parce que si on voit que quelqu'un, il se dit attends, j'ai le repas de Noël à midi, je vais aller courir ce matin pour me mettre en appétit, et il sort du repas de Noël à 17h, il va en salle de sport et il donne tout ce qu'il a parce qu'il faut brûler les calories qu'il a ingérées à midi. Voilà. Non, en fait, rentre à la maison, profite avec ta famille, et puis en fait, c'est ça. T'iras le lendemain ou 2 jours après, en fait. C'est ça. Ouais. Ou alors les gens qui se sont privés pendant 3 mois parce qu'ils sont en train de suivre un régime hyper strict, et qu'arrivé à Noël, ils se sont dit qu'ils allaient profiter, et donc là, ils sont en train de tout casser, ils sont en roue libre. Ça montre aussi que c'est pas du tout sain, leur manière de gérer. C'est que c'est pas un truc qui est faisable sur le long terme, et qu'ils sont en train de se créer de la frustration, et qui vont compenser, culpabiliser et repartir dans quelque chose d'encore plus extrême. Ok, ouais.
Et puis pour les personnes extérieures, il y aurait des conseils qu'on pourrait, un de nos proches, un ami ou quelqu'un de notre famille, bah, ce serait pareil. C'est qu'on on arrive à voir qui se cache, ou si on trouve je sais pas, des paquets de biscuits vides. Ouais, bah c'est ça. Ça se passe comme ça, en fait? Bah, en fait, souvent, la personne, elle est très douée pour tout camoufler et tout cacher. Mais on peut avoir des petits signaux. C'est si la personne se relève la nuit pour manger, si la personne, tout d'un coup, on voit que elle a acheté énormément de choses dans le placard et qu'en fait, 3 jours après, il n'y a plus rien alors qu'on n'était pas là. Si elle veut pas venir, par exemple, elle veut pas revenir au repas de famille parce qu'elle stresse. Comme ça. Exactement. Tout ça, c'est des petits signaux qui, mis bout à bout, on peut se dire, il y a un problème. Il y a peut-être quelque chose, ouais. Et là, il faut donner énormément de bienveillance, énormément d'amour, énormément de douceur, d'acceptation. Ah bah c'est comme tout ce qui est maladie mentale, en fait. Ouais. Ça sert à rien de dire t'as qu'à arrêter, c'est bon. Bah non, en fait, c'est plus compliqué que ça, en fait. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Plus compliqué que ça, c'est des chemins. Et c'est long. C'est long pour les proches, je pense que c'est incompréhensible. Souvent, ouais. Ils savent pas comment s'y prendre. Ouais. Ils ont des remarques qui pensent bienveillantes, mais ça sera à l'inverse. Ouais. Et puis en fait, la personne, elle a juste besoin d'être aidée. C'est ça, la personne, elle crie à l'aide. Hein. C'est une manière comme une autre d'appeler au secours. Et souvent, c'est un appel au secours qui est tout doux, qui est camouflé. Et en fait, il est souvent pas entendu ou mal entendu, entre guillemets. On peut reprocher ça à personne. Hein. On n'a pas tous les clés de le gérer. Mais c'est vrai que ça reste un appel au secours et ça reste une manière d'exprimer un mal-être intérieur. Et en fait, de pouvoir prendre en charge ça avec des personnes qui sont compétentes de le faire, c'est absolument indispensable. Et de pouvoir se rendre compte que le chemin, il va être long et qu'il va falloir être patient, qu'il va falloir donner de la bienveillance sur le très long terme. C'est pas juste une semaine et puis après ça va aller mieux. C'est des mois, voire des années, quoi. C'est ça. Dépend le trouble, comment il est ancré et puis quel degré de dangerosité. C'est ça, et ça dépend aussi d'où il vient. Oui. Si c'est un truc qui est enfoui depuis l'enfance, c'est ça. Puis que la personne se réfugie depuis qu'elle est enfant, ben, ça va être un autre travail. C'est exactement ça. Toi, en tant que naturo, j'en doute pas que tu peux tout travailler comme ça, mais est-ce que tu collabores avec d'autres spécialistes justement pour gérer tes patients qui sont un peu comme ça? Oui, moi je fais pas tout toute seule parce que c'est une prise en charge trop lourde. Ouais. J'ai pas envie d'avoir la responsabilité de la personne en entier sur mes épaules. Donc je collabore. Après, je pense que ce qui est toujours le plus important, c'est de pouvoir aller déterminer la cause du problème. Oui. C'est un petit peu la règle numéro 1 en naturopathie, mais au niveau des TCA, ça se joue aussi. Et du moment qu'on a déterminé la cause, on peut déterminer quelles sont les personnes qui vont être vraiment adéquates pour aider. Utiles, ouais, qui vont pouvoir épauler la personne. C'est ça. Parce que finalement, après, c'est à la personne. C'est toujours à elle de faire. C'est quand même quelque chose, c'est en elle, puis il faudra lui donner les clés. Puis... C'est ça. Le chemin, c'est à elle de le faire. Par contre, on peut l'accompagner, on peut la soutenir. La guider, ouais. Exactement. Ouais. Mais le professionnel, il est là pour lui dire... pour l'accompagner, pour marcher parallèlement à elle, mais il va pas donner les solutions miracles. Il va pas changer sa vie du jour au lendemain, ça n'existe pas. Et tant que la personne elle a pas décidé que c'en était assez et qu'il fallait qu'elle change, ça fonctionnera pas. Comme quelqu'un qui veut arrêter de fumer, en fait. C'est exactement. C'est pareil, en fait, on peut lui donner toutes les clés. Il peut avoir l'hypnose, un livre à lire, n'importe quoi. Finalement, si elle veut pas au fond d'elle, c'est ça. Et ben voilà. Il faut que la personne le veuille, puis après il y a tout cet accompagnement autour. Ouais, exactement. Mais après, c'est vrai que le naturopathe, ce qui est chouette, c'est qu'il a une palette d'activités et de compétences qui est assez grande. Oui. Donc, on peut autant aider au niveau purement nutritionnel. On peut aussi aider au niveau des dégâts qui ont été faits par les comportements compensatoires. Au niveau biologique, par exemple, les carences et tout ça. Les carences, les prises de laxatifs sur du long terme ou vomissement sur du long terme. La digestion, la flore, là, ouais. J'imagine les dégâts, quoi. C'est ça, c'est que le système digestif, il est en inflammation en permanence. Il absorbe plus rien. Ouais, il est complètement détruit. Donc finalement, il absorbe plus rien, les minéraux, enfin toutes les carences, il y a tout qui tombe. C'est énorme. Et puis tu as juste de rééquilibrer, je pense que la personne elle devrait déjà avoir un mieux. Ouais, c'est ça. Ça peut être les premières étapes pour le chemin. Ouais.
Et souvent, alors, les premières étapes, c'est aussi simplement la prise de décision de je veux aller mieux. Je mérite d'aller mieux. Parce que souvent. C'est ça aussi, surtout. Parce qu'il y a le je veux, mais il y a le je mérite. Ouais. Et puis cette culpabilité. C'est ça. Qui revient et cette honte. Ouais. Je mérite, je décide d'aller mieux, je m'entoure pour aller mieux. Déjà, une fois que la décision là, elle est prise, après, on peut agir en étoile et puis avec plein de petites prises. J'ai le droit d'aller mieux. C'est ça. Ouais. C'est que il y a aussi, on parlait de ce climat insécuritaire dans lequel la personne est plongée et qui l'amène vers les TCA, avec une baisse d'estime de soi, avec une baisse de la valeur perçue, avec une côté d'angoisse, de dépression, etc. Tout ça, ça fait aussi qu'on a l'impression que on mérite pas d'aller bien, qu'on n'a pas la valeur suffisante pour aller bien, et donc, finalement, être pas bien ou attirer l'attention, c'est le seul moyen d'avoir de l'amour et de combler ce trou-là. Donc, en fait, de changer un peu les rôles, de changer la vision, de réussir à lui montrer que l'amour peut venir autrement qu'en allant mal. En fait, en allant mieux, les proches vont se dire « Ah, il va mieux », et puis il y aura aussi une forme d'amour qui peut arriver comme ça, en fait. Exactement. Mais c'est clair, c'est aussi plus simple pour les gens qui... Enfin, plus simple, entre guillemets, ils le veulent pas, ils font pas exprès. Hein. Non. Mais de dire « Je suis mal », pour avoir justement cette attention, en fait. Ouais, c'est ça. On parlait d'appel au secours, c'est vraiment ça. C'est je suis mal, j'ai besoin d'attention, j'ai besoin d'amour, et donc... En allant mieux, j'ai peur de ne plus recevoir cet amour-là que je reçois en n'allant pas bien. Donc, il y a tout plein d'enjeux qui sont hyper complexes à défaire quand on choisit d'aller mieux. Mais c'est vrai que de s'entourer... Alors, un naturopathe, je pense que c'est très utile, mais ça n'empêche pas que d'avoir un kiné, que d'avoir un psychologue, que d'avoir... peu importe les voies qu'on choisit, mais plusieurs professionnels de santé avec soi, c'est vraiment la clé pour moi. Ça va être ses guides, en fait. Ouais, c'est ça. Un peu ça. Ouais. C'est les personnes qui font... Ça peut être juste un coach, une personne. Ça peut être même une épaule, en fait, pour discuter, se poser, en fait. Ouais, totalement. C'est un gros sujet. Hein. C'est un gros sujet. C'est un gros sujet. Et toi, en tant que naturo, t'as beaucoup... quel TCA, à peu près? T'as quand même qui est un peu plus, c'est peut-être ce qui est sportif, ou c'est plus ce qui est... J'ai, alors... Hyperphagie, Dans le milieu du sport, il y a beaucoup d'hyperphagie. Il y a beaucoup il y a aussi beaucoup d'orthorexie, avec la volonté de manger parfaitement bien, de prévoir absolument toutes les calories que je vais manger au petit déjeuner, à la collation numéro 1, au repas du midi, collation numéro 2, au repas du soir, collation numéro 3. Tout est calculé, tout est pesé, selon si je fais tel poids, que j'ai pris 5 kilos, si j'ai pris 2 kilos. Si je veux prendre la masse, si je veux sécher, exactement. Si je fais ça. Il y avait la dysmorphie. Ouais. Ça faisait partie justement beaucoup dans le milieu du sport. Ouais. Je sais pas si tu peux un peu définir un peu ce que c'est. C'est toute la déformation de la vision qu'on a de nous-mêmes. C'est-à-dire que on se voit dans le miroir et en fait, on n'a aucune idée. Notre mental a une capacité énorme à fausser la vision réelle qu'on a dans le miroir. Je suis gros, je suis trop maigre, j'ai pas assez de muscles. C'est ça. C'est on que des body qui quand des bras comme truc et puis ils disent j'ai pas assez, tout ça. En fait, c'est leur perception en fait. C'est exactement ça. Ils ont une perception de leur corps qui est complètement faussée aussi par des idéaux qui sont inatteignables. Et en fait, ils veulent toujours plus dans un sens ou dans l'autre. Donc, toujours plus de muscles ou alors toujours plus sec. Une femme, ça va être toujours plus tonique, toujours plus fine ou alors toujours plus musclée. Maintenant, on a des tendances un peu qui commencent à s'inverser. Mais il y a des espèces de voies bien quadrillées de comment on doit être. Et dans le milieu du sport, surtout dans le milieu du sport un petit peu à visée physique, c'est... Fitness. Dans le milieu du fitness, c'est vraiment... c'est clivé. On doit être comme ça ou alors comme ça. Après, et c'est tout. Dans d'autres milieux, l'endurance, ça va être les performances. Ouais. Ils voudront faire tant, autant. Et puis, c'est ça. Mais c'est vrai que dans le sport, on peut vraiment voir la différence entre un sportif qui est sain, entre guillemets. C'est pas très juste comme mot, mais un sportif qui fait du sport pour performer et un sportif qui fait du sport avec des TCA. Les grandes phrases, c'est un petit peu le sportif avec TCA, il va manger,
Il va brûler des calories pour mériter sa nourriture, pour mériter son repas. Ça veut dire que lui, il va se dire, OK, si dans ma journée, j'ai pas brûlé, admettons, 2700 calories, j'ai pas le droit d'avoir mes 3 repas par jour. Okay, ouais. Alors qu'un sportif performeur, entre guillemets, lui, il va manger pour performer. Donc, il va manger pour avoir suffisamment d'énergie pour faire sa performance et au service de son sport. Donc, c'est vraiment la grande différence. C'est est-ce que je mange pour performer ou est-ce que je brûle des calories pour manger? Et là, on voit vraiment la différence. On en revient à la personne qui allait faire sa séance de sport avant le repas de Noël, quoi. Exactement. Pour pouvoir manger, pouvoir se gonfler au repas, quoi. Exactement. Ok, c'est un peu comme ça qu'on peut différencier une pratique saine une pratique malsaine. Un peu. Ouais. Ok. Et puis, au niveau de tous ces patients qui viennent pour le sport, toi, tu as un accompagnement ça se déroule après. Comment tu les suis que vraiment naturopathie ou tu vas aussi par ton passé, tu étais coach sportif, est-ce que tu vas aussi les orienter là-dedans? Ça dépend un peu. Actuellement, je fais les choses un peu différemment. Je pars beaucoup plus sur l'émotionnel. Je pars beaucoup plus sur, oui, la gestion de la nutrition, mais surtout l'acceptation des émotions, l'acceptation des traumatismes, l'acceptation des blessures, le traitement de tout ça, parce qu'en fait, j'ai essayé de partir plutôt sur l'aspect physiologique, de dire on remet en place une nutrition stable, une nutrition beaucoup plus douce, beaucoup plus libre, et on change la pratique sportive et on vient travailler sur les dégâts faits par les TCA. Et en fait, j'ai remarqué que ça tenait un temps parce que les gens qui ont des TCA, ils aiment le contrôle. Donc, on leur donne une nouvelle fiche de contrôle, ils adorent ça. Ouais. Ça tient un temps et en fait, après, ça retombe sur une autre forme de TCA. Donc, pour éviter ça, je me suis rendu compte qu'il fallait absolument aller à la cause et aller à l'émotionnel. Et souvent, c'est cette partie insécuritaire, il faut aller la chercher, il faut aller la creuser, il faut aller la guérir pour que on ne guérisse pas simplement on guérisse pas superficiellement d'un TCA pour tomber dans un autre, mais qu'on sorte vraiment la tête de l'eau et qu'on se dise ok, ça va plus faire partie de ma vie, quoi. Parce que finalement, du moment que tu vas toucher cette source, tu vas pouvoir la guérir. Ouais. Après, tout en découle et puis je pense que tout était plus facile. Tout est beaucoup plus facile, ouais. Le déclic, en fait, dans la personne. C'est ça. Et puis, c'est quoi ce besoin de tout contrôler? Comment ça se fait qu'il est lié au TCA? On arrive à définir ça, enfin. Oui et non. Disons que dans les TCA, c'est un peu... Il y a en général une plaie tellement béante au niveau émotionnel et un truc tellement incontrôlable au niveau des émotions et au niveau des traumatismes et au niveau de l'aspect du stress, de l'angoisse, de la dépression, c'est pas contrôlable. Non, ça leur vient et puis... Voilà. Donc ça, c'est tellement incontrôlable qu'en fait, ils rejettent tous leurs besoins de contrôle et de dire « je vais bien et je gère » sur le contrôle des calories, sur le contrôle de combien ils pèsent, de combien ils pourront manger en fonction de combien ils pèsent, etc. Pour se rassurer un peu. C'est ça. C'est un moyen pour eux de gérer quelque chose dans leur vie. Parce qu'il y a tellement tout le reste qui est ingérable qu'ils essayent de se raccommoder un peu et de dire « je tiens toujours debout » en contrôlant extrêmement quelque chose d'autre. Okay. C'est une manière pour eux vraiment de se dire mais finalement j'ai quand même le contrôle sur quelque chose, j'ai quand même de la valeur en fait parce que je suis capable de le faire. Ouais, je vois. Et en préparant l'épisode, j'ai vu que le sentiment des gens qui étaient atteints de TCA, c'était vraiment la culpabilité qui venait très souvent. Ouais. Et toi, est-ce que tu as des astuces ou des solutions? Après, je pense que c'est en fonction de la personne, bien sûr. Ouais. Mais pour les aider, parce que c'est vraiment la culpabilité, on entend beaucoup, enfin, n'importe qui, en fait, tout le monde a, enfin, tout le monde. Chacun a ses sentiments, mais beaucoup de gens ont de la culpabilité pour certaines choses, en fait. Ouais. Et c'est très dur à les aider, en fait, ces personnes. C'est extrêmement dur, ouais. La culpabilité, c'est vrai que ça ressort énormément. La honte aussi, c'est très lié. C'est mais lié un peu, ouais. Souvent, la honte induit la culpabilité aussi. En fait, il faut revenir un peu plus à la base et dire, OK, j'ai de la culpabilité, pourquoi je fais ces comportements, pourquoi? Si on cherche juste à dire, mais non, il faut pas être coupable, c'est OK d'agir comme ça. En fait, la personne, elle va écouter ça, ça va ressortir autant vite que c'est rentré. Par contre, si on va vraiment creuser sur d'où est-ce que cette culpabilité vient, d'où est-ce qu'elle provient,
c'est là qu'on va toucher le cœur du problème. Et du moment que le cœur du problème, il est résolu, entre guillemets, en tout cas, résolu, c'est facile à dire. Au moins, on sait ce que c'est. Voilà. Du moment qu'on a mis le doigt dessus, qu'on a ouvert un peu les yeux là-dessus, on peut apporter de la douceur à la personne, on peut lui apporter une compréhension, et elle va se comprendre aussi elle-même. Et du moment qu'elle se comprend, elle peut aussi s'accepter et moins culpabiliser. Ok, ouais. Mais ouais, ça, cette première marche, là. 2 jours. Ouais, mais non, j'imagine bien. C'est vraiment. Déjà, faut trouver, mettre le doigt dessus et puis passer cette première marche. Ouais. Ok. Et l'impact émotionnel social des TCA sur ces individus, enfin sur les patients, c'est toujours en fait du moment qu'ils ont ce problème, ils tombent dans cette boucle et puis après il y a l'impact social qui va arriver qui va faire que les enfoncer plus en fait. C'est ça. De les isoler, de les enfoncer. Quand on a honte, quand on se sent coupable, en général, on se montre pas tellement en public. Ouais, c'est toujours pareil en fait. Et puis c'est ça. Ils s'isolent. Ils s'isolent, ils sont hyper seuls, ils sont seuls dans leurs problèmes, ils se sentent seuls dans leurs problèmes aussi, alors qu'en fait, ils sont tout pleins. Ouais. Et qu'on est tout plein, parce que je pense que dans notre vie, on passe tous par des phases un peu... bien sûr. Et en fait, le fait de rester dans un tabou autour de ces TCA, ça met les gens toujours un peu plus en marge. Ils ont toujours l'impression d'être seuls, d'être incompris, alors que non. En fait, il y en a tout plein et puis il faudrait juste pouvoir en parler à quelqu'un. Ouais. Il y a des... ils peuvent venir vers toi, bien sûr, les gens... comme ça peut aller vers son thérapeute. En fait, il faut juste en discuter, en fait. C'est ça. Même un proche, n'importe qui, en fait. Du moment qu'on en parle à quelqu'un, cette personne, c'est pas une responsabilité qu'elle tient, mais presque. Ouais. C'est que tout d'un coup, elle détient cet appel à l'aide de manière hyper claire. Et donc, suivant sa capacité, soit elle peut directement contacter les personnes qui sont nécessaires, soit si elle en a aucune idée, contacter quelqu'un d'autre ou en parler à quelqu'un d'autre qui, elle, aura les clés pour contacter les bonnes personnes. Exactement, pour pouvoir aider cette personne. Ouais. Parce que... Le but, c'est de créer un réseau autour de la personne qui va mal. Un réseau bienveillant qui va la pousser en avant et qui va la descendre avec des remarques inutiles et malsaines, en fait. Okay. Et puis entendre bien entendre son appel à l'aide. L'entendre, le valider et dire ok, je comprends et je te remercie de venir m'en parler et on va faire le nécessaire pour t'aider. Après, ça doit pas être évident parce que certains, je pense que des fois, ils vont faire un sorte d'appel à l'aide peut-être sans le vouloir, enfin inconsciemment. Puis quand la personne va vouloir l'aider, ils vont peut-être se braquer parce que la personne qui va vouloir aider va pas le faire de la bonne manière, de la manière adéquate pour la personne. Et derrière, ça peut se braquer puis pas avancer en fait, même être pire. Ça doit pas être évident. Ça, c'est hyper compliqué parce que la personne qui appelle à l'aide, elle attend à ce qu'on l'aide d'une telle manière et elle va accepter de l'aide en général d'une seule manière. Et de cette manière, et pas vraiment autrement. Et donc, il faut réussir à la cerner et à cerner comment elle a envie d'être aidée et comment elle va accepter d'être aidée. Et ça, c'est pas toujours simple. Et en général, les proches, ils ont l'impression de connaître toujours la personne avec qui ils sont. Et donc, ils ont aussi l'ego un peu qui entre en jeu. De dire, mais moi, je vais m'en sortir, je vais réussir à prendre soin d'elle et je la connais de toute manière, ça va le faire. Et en général, la personne, elle n'accepte pas forcément d'être des gens tout proches. Non, elle préfère avoir quelqu'un qu'elle ne connaît pas, cette relation professionnelle. Ouais. Puis ça, on en revient à la culpabilité, à la sensation d'être jugé par quelqu'un de tout proche. On n'a pas tellement envie d'être vulnérable. On n'a pas envie d'être vu vulnérable. En fait, c'est ça, en fait. C'est ça. Quand finalement tout le monde a sa vulnérabilité. En fait, c'est juste ça, c'est juste qu'on la montre pas. Et puis après, c'est aussi le monde actuel qui fait qu'on est comme ça. Exactement. Mais je pense qu'on a fait un bon tour. Je sais pas si toi, tu as des trucs qui te tiennent à cœur par rapport à ce sujet. Sinon, on peut faire un petit résumé, je pense, des différents. Donc, il y avait donc l'anorexie, la boulimie, l'orthorexie, l'hyperphagie. Toutes celles-ci, elles sont accompagnées souvent de dysmorphie. Donc, cette capacité à se croire d'une telle forme, mais en fait, c'est pas la réalité. Est-ce que ça, ils avaient fait, j'ai un souvenir qui me dit, c'était des gens qui se faisaient relooker. Ils n'avaient pas confiance en eux. Parfois, ils prenaient la personne, ils la mettaient dans la rue. Puis, ils demandaient aux passants, ils la voyaient au loin, ils disaient, cette personne, qu'est-ce qu'elle vous inspire?
Et en fait, après, ça redonnait confiance aux gens parce que le 90% des gens, ils sont bienveillants. Puis qui disaient des trucs. Est-ce que quelqu'un se trouve, je sais pas, trop gros ou trop maigre? Est-ce que la confronter à des trucs, ça pourrait être bienveillant? Ouais. Ça peut. Je suis pas certaine que ça résolve les problèmes initiaux, mais ça peut. Ça peut aider quand même. Mettre un peu de pommade, ça fait toujours du bien. Mais j'avais vu une fois une émission où ils couchaient la personne et ils détouraient leur corps avec un stylo, je sais plus ce que c'était. Ouais. Et en fait, ils faisaient ça avec plusieurs personnes et après, ils affichaient les morphologies, les silhouettes. Ouais. Et ils demandaient à chaque personne de décrire chaque silhouette en ne sachant pas laquelle est la sienne. Et en fait, en général, ils donnaient toujours des choses extrêmement positives sur leur silhouette à eux, sans savoir que c'était la sienne. Et après, quand on leur disait ça c'est la vôtre, tout d'un coup, ils changeaient d'avis. Ah non, mais en fait, c'est trop gros. Voilà. Ouais. Donc en fait, sans savoir que c'est eux, ils arrivent à percevoir que la silhouette est complètement OK, complètement dans les normes et qu'elle leur plaît. Donc, donc dans la réalité, s'ils verraient quelqu'un avec leur silhouette, ils se diraient ah, mais cette personne, elle est bien. Elle est très bien. Elle est très bien, en fait. Exactement. Quand finalement, ça vient de perception, en fait. Ouais. C'est ça. C'est vraiment la projection qu'ils ont d'eux-mêmes qui joue pas. Mais quand c'est pas eux-mêmes, ça va très bien. Non, c'est ça. Ouais. Ok, hyper intéressant. Donc vraiment, ouais, c'est les principaux troubles qu'on a notés. Il en existait des centaines d'autres. En fait, n'importe quelle, comme on disait, habitude qu'on veut vraiment. Enfin, ces comportements un peu compulsifs, ça en fait partie. Ouais. J'ai bien compris que ton approche, c'était vraiment beaucoup plus, on va dire, dans l'émotionnel et puis aller chercher, cibler la cause profonde. Ouais. Par expérience, t'as vu que ça marchait beaucoup mieux. Ouais. C'est ça qui est intéressant. C'est ça. Et puis en parler, quoi. Faut pas. C'est ça, c'est qu'il faut enlever les tabous qu'il y a autour. Il faut oser en parler. Il faut oser parler plus fort. On a toujours l'impression que notre appel à l'aide, il va être compris, mais non. Mais en fait, non, c'est un prix, en fait. Mais en fait, il faut oser parler plus fort. Personne, ouais. Ouais. Et puis même si vous en parlez à quelqu'un qui l'écoute pas, c'est pas grave, parlez-en à quelqu'un d'autre. Il y aura de toute façon quelqu'un qui va vous écouter puis vous aider, quoi. C'est exactement ça, ouais. Et puis, toi, on peut te suivre. Toi, tu officies où? T'es dans la région? J'ai mon cabinet à Choé, oui. Donc juste en dessus de Montaix. Donc, on peut me contacter directement sur mon site internet. Mathilde Darbelet. C'est Mathilde Naturopathie. Mathilde Naturopathie. Ouais, info@mathildenaturopathie.ch. Et puis, sinon, me trouver sur Instagram, c'est aussi mathilde.naturopathie. Prendre rendez-vous avec moi directement sur mon site ou via Instagram, peu importe. C'est bien. Ouais. Merci pour toi. Merci pour tout. C'était très intéressant. J'ai bien aimé partager là-dessus. Ouais, puis, moi aussi, ça me fait plaisir de pouvoir étendre un peu mais c'est les choses autour de ça. Et puis, en fait, la naturopathie, c'est tellement large. C'est extrêmement large. Et puis, de traiter ça comme tu le fais, je pense que c'est une bonne chose. Ouais. Alors, merci bien. Merci à toi. Et puis, bonne journée. Merci à tous de nous avoir écoutés et puis, belle journée. Bonne journée.